Depuis 12 ans, TVL fait figure d'exemple face à des médias du système toujours plus soumis aux élites financiarisées. À chaque occasion, TVL a montré son indépendance totale, mais aussi sa capacité à lire le monde et à se projeter. À TVL, nous sommes constants et cohérents. Nous refusons la facilité et le prêt-à-penser pour vous offrir les clés de compréhension d'un monde complexe où les mécanismes de pouvoir cherchent toujours à vous abrutir pour vous asservir. TVL, c'est votre dose de vérité, votre cocktail vitaminé pour renforcer votre libre arbitre. Dès à présent, aidez TVL à votre mesure, chaque geste compte. En donnant à TV Liberté, vous façonnez un journalisme libre, votre consentement éclairé et vous vous offrez la liberté de penser. Alors, je compte sur vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, vous l'imaginez, on a beaucoup de pain sur la planche. On va s'intéresser bien sûr aux bouleversements géopolitiques depuis la guerre en Ukraine jusqu'aux derniers événements au Proche-Orient et tout particulièrement en Syrie. Mais on va essayer de comprendre aussi les conséquences économiques de tout cela. On va donc s'intéresser à cette grande bascule mondiale qui est en marche depuis plusieurs mois. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est capital. Et puis bien sûr, écrivez-moi dans les commentaires, je vous lis chaque semaine, vous le savez. Et n'oubliez pas de relayer cette vidéo. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Alain Juillet. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Alain Juillet, on vous connaît désormais bien sur TV Liberté. Vous êtes diplômé de HEC, de l'IHEDN, de Stanford. Vous avez été officier dans les commandos parachutistes du SDEC. Vous avez été le patron du renseignement de la DGSE. Vous avez également œuvré à la tête de plusieurs grandes entreprises et vous avez aussi conseillé plusieurs premiers ministres, Raffarin, Villepin, Fillon, puisque Absolument. Vous êtes aussi le père de l'intelligence économique en France, et ça nous sera utile pour cette émission. Pour terminer cette présentation, je dirais aussi que les téléspectateurs peuvent vous retrouver sur YouTube, beaucoup plus souvent que sur le Samedi Politique, sur votre propre chaîne YouTube, Openbox TV, qui a d'ailleurs déjà franchi les 150 000 abonnés. Absolument. Alors, Alain Juillet, dimanche dernier, le pouvoir de Bachar el-Assad a été renversé. Une chute qui s'est accélérée en quelques jours à la tête de la Syrie. Désormais, un certain Abu Ahmed al-Joulani du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Je vous propose pour commencer d'écouter rapidement son portrait. Il était inconnu du grand public il y a encore une semaine, pourtant ses activités djihadistes ont commencé il y a bien longtemps. Abu Mohamed al-Joulani est né à Riyad en Arabie Saoudite en 1982, mais il est présenté comme syrien. Lorsque l'invasion américaine en Irak commence en 2003, il quitte la Syrie pour rallier Al-Qaïda sur place, puis la branche locale de l'État islamique. En 2005, il est détenu dans la prison américaine de Kambouka, comme Abou Bakr al-Baghdadi, un des califes de l'État islamique. C'est d'ailleurs ce dernier qui ordonnera à al-Joulani de rentrer en Syrie quand la guerre éclate en 2011. Il y fondera, un an plus tard, le front Al-Nosra, celui que Laurent Fabius ne tardera pas à féliciter pour le bon boulot. Mais quand al-Baghdadi veut fusionner Daesh et al-Nosra, al-Joulani refuse et rejoint Al-Qaïda jusqu'à ce que de nouvelles tensions le poussent à fonder en 2017 Hayat Tahrir al-Sham, une organisation à partir de plusieurs groupes islamistes. C'est cette année que le département d'État américain promet 10 millions de dollars pour toute information sur Abu Mohamed al-Joulani avec la mention « Stop these terrorists ». Hayat Tahrir al-Sham devient bientôt la milice islamiste dominante en Syrie jusqu'à parvenir à reprendre les villes d'Alep, Homs et Hama, puis Damas
où il arrache le pouvoir des mains de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Alors Alain Juillet, que pensez-vous du profil de ce nouvel homme fort, comme nous le disent les médias, Al-Joulani? Oui, je crois qu'il faut être très clair. C'est un djihadiste, ça a été un djihadiste, c'est un djihadiste, ça restera un djihadiste. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a plusieurs éléments d'ailleurs dans ce que vous dites qui le montrent bien. Il n'est pas syrien. Comme la plupart des djihadistes d'origine, il vient d'Arabie Saoudite. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est venu d'Arabie Saoudite au départ. Hein. Vous aviez toutes les équipes qui étaient en Afghanistan et ailleurs, et c'était des équipes qui venaient d'Arabie Saoudite. Donc, premier point, c'est un Saoudien. Bon, maintenant, bien sûr, il se dit syrien à 100%, ça c'est de bonne guerre. Bon, le deuxième élément, c'est qu'il a été le chef de groupes djihadistes reconnus. Et on oublie maintenant, parce que dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on va vous expliquer, quand il était au début, avant de créer Al-Nosra, quand il était eux-mêmes, bon, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire croire déjà à l'époque? C'est que c'était des djihadistes, mais gentils. Hein, à tel point que, selon certains auteurs d'études qui ont été faites sur cette époque-là, il semble bien que les Alliés, alors les Américains et peut-être les Français et d'autres, aient parachuté des armes à ces gens-là pour les aider à lutter contre Bachar el-Assad. Quand vous savez que ce sont des islamistes, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Mais pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, ils disaient « oui, on est un peu, mais on n'est pas trop ». En réalité, il était totalement, mais c'était... Et aujourd'hui, moi j'avoue que je trouve absolument merveilleux de le voir arriver tout à fait en chef de guerre à la Fidel Castro. Hein. D'ailleurs, il a un peu la même allure, le même costume, la même barbe et tout. À la Fidel Castro, en disant « mais non, mais nous, on est là pour être gentils ». Alors, il y a une chose quand même que les gens doivent regarder. C'est que Al-Joulani, il était le patron des djihadistes qui ont envahi la Syrie. Il est parti d'Idlib, de la zone d'Idlib. À Idlib, c'était lui qui était le chef depuis que les Américains avaient tué les différents chefs successifs, vous savez, sur place qu'il y avait, d'Al-Qaïda. C'était le chef. Bon, qu'est-ce qu'on appliquait à Idlib? La charia, à ma connaissance. Elle est appliquée à Idlib. Donc, s'ils l'ont appliquée... C'était une charia modérée, peut-être? Vous plaisantez. Il y a eu des plaintes, et Amnesty International en a parlé, il y a eu des plaintes pour torture, séquestration, enfin tout y est passé. Alors on vous dit, ah non, mais il était... Alors ça devient sublime. Il était bien gentil avec les chrétiens parce qu'il appliquait contre ce qu'on appelle les dhimmis en arabe, il appliquait la règle traditionnelle, c'est-à-dire que les chrétiens doivent payer des impôts en plus pour pouvoir rester puisque ce sont des mécréants, puisqu'ils sont pas, donc il faut qu'ils payent. Bon, ça c'est pour les chrétiens. Moi j'aimerais savoir ce qui se passe pour les yazidis, pour les jeunes femmes yazidis. J'aimerais savoir ce qui se passe pour les Kurdes, parce qu'à ma connaissance, au nord, quand ils continuent à se taper dessus. En réalité, on a quelqu'un qui pratique ce le Coran appelle la taqiyya. Alors la taqiyya, en arabe, on a le droit, selon le Coran, vous avez le droit de mentir totalement et vous êtes pardonné par Dieu, par Allah, si ce mensonge est fait pour vous permettre de gagner et de prendre, au nom d'Allah, le contrôle de la situation. Donc on est exactement dans cette situation-là. Il applique la taqiyya merveilleusement bien, il est bien, électrique, tout ça, gentil et tout. En réalité, la chape de plomb va tomber sur la Syrie, une chape de plomb dans laquelle... Qui vont être les victimes? Bien entendu, les minorités. Et entre parenthèses, les minorités qui ont permis à à Bachar de tenir, parce que quand tout le monde disait, il y a maintenant longtemps, déjà il y a près de 10 ans, quand tout le monde disait Bachar va se casser la figure, c'est que tous les Occidentaux oubliaient que Bachar était appuyé par les chiites, ça, bien sûr les Alaouites, puisque c'était la secte musulmane dont il faisait partie, les chrétiens et les juifs, parce qu'ils les protégeaient. Parce que de l'autre côté, Al-Qaïda disait tous ces gens-là, il faut les éliminer. Alors maintenant, changement de figure, on dit on ne va pas les éliminer, mais attendez, il y a ceux qui dominent, nous, et puis il y a le reste.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que je pense que quand je vois, là, c'est effarant, alors on a eu au Tour européen, ça y est, maintenant c'est une Syrie libre, laissez-moi sourire, après ce que je viens de vous dire. C'est la fin de la barbarie aussi, selon Emmanuel Macron. Oui, voilà, la fin de la barbarie, alors il faut arrêter, parce que d'autre côté, ils pratiquent la barbarie aussi, donc c'est n'importe quoi. Hein. Alors ça ne veut pas dire que Bachar était un ange, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça, bien au contraire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on est dans un système qui arrive où, d'un côté, les Européens disent « Ah ben maintenant, il est temps que les émigrés reviennent en Syrie. » Et c'est vrai, ceux qui sont partis, parce qu'ils étaient poursuivis par Bachar, les Arabes sunnites, parce que c'est ça, hein, les Arabes sunnites qui ont été chassés par Bachar, ils vont vouloir revenir. Mais les autres, en Syrie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les chrétiens, les Kurdes, les Yazidis, enfin, tout ce qui n'est pas arabes sunnites, eh ben, ils vont partir. Et accessoirement, dans les Syriens sunnites qui sont partis, tous n'ont pas envie de devenir alors, dans les sunnites, exactement comme partout ailleurs, dans les sunnites, vous avez la plus grande partie qui n'est pas du tout djihadiste, qui n'est pas wahhabiste, qui n'est pas salafiste, hein, qui pratiquent un islam normal, et ceux-là, ils n'ont aucune envie de revenir pour voir appliquer la charia avec tout ce que ça comporte. Donc, on voit bien que ce qui me frappe d'ailleurs, moi, c'est le fait que les gouvernants de nos pays, de la plupart de nos pays, certains quand même ont mis des réserves, hein, mais la plupart de nos pays se comportent vraiment comme le boa la souris devant le boa. On regarde, un peu fasciné, et puis on veut pas voir la réalité en face, mais la réalité on la connaît. Alors, il faut être prudent aussi, parce que à côté de ça, ils ne sont pas arrivés tout seuls, hein, nos petits camarades. Alors justement, pour parler de ce point, Alain Juillet, on a quand même le sentiment, on a parlé tout à l'heure, vous avez dit un chef de guerre qui a renversé Bachar el-Assad avec ses milices. Pour autant, on a le sentiment d'avoir une machine de guerre en termes de communication. Parce que comme on l'a vu dans le sujet sur le portrait, il y a eu un relooking qui s'est fait du personnage. Mais c'est une opération qui a été montée et qui ne s'est pas préparée en 8 jours. Et je vous en donne une preuve toute bête, mais si vous voulez, vous avez toutes les émissions de télévision, tous les films qu'on a pu voir. On a vu dès le premier jour, arrivé à Damas, hein, on a vu partout fleurir le nouveau drapeau syrien avec 3 étoiles. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il peut y avoir des centaines et des milliers de drapeaux 3 étoiles faits en une journée au moment de la prise de Damas? Bien sûr que non. Ils ont été distribués, on les avait préparés à l'avance et ils ont été distribués. Donc on voit bien que c'est une opération qui a été préparée dont la finalité était de prendre le pouvoir. Bon, évidemment, la question qui se pose, Alain Juillet, c'est préparé par qui? Alors, là, c'est ça qui est intéressant. Alors, quel est le grand... il y a un grand vainqueur. C'est sûr, c'est le Turc, c'est Erdogan. Erdogan, il contrôlait la zone d'Iblis. C'est lui qui avait imposé, il faut le savoir, à Bachar et à tout le monde d'ailleurs, qu'il y ait une zone au nord, à la frontière de la Turquie, une zone dans laquelle les djihadistes puissent se réfugier. Alors, il y avait l'accord des Russes, hein. Tout le monde était d'accord pour dire oui, on crée une zone où ils peuvent se réfugier, hein, et où ils seront tranquilles. Alors, ils bougeront un petit peu, mais on surveille les frontières et on ne rentre pas. C'était l'accord qui avait été passé. Alors, c'est vrai que Bachar et ses troupes, ils ont essayé de rentrer. Ça, c'est sûr. Mais surtout, Erdogan, lui, qui a 1 million d'émigrés syriens chez lui, qu'est-ce qu'il dit? Au moins 1 million. Au moins 1 million. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je veux que ces gens-là, ils repartent en Syrie. Donc, lui, en aidant les djihadistes d'Al-Nosra, enfin de Manon Tahrir al-Sham, hein, en les aidant à prendre le pouvoir en Syrie, ça va lui permettre de renvoyer tous ces gens-là de l'autre côté. Donc pour lui, c'est une excellente opération, si vous voulez. Deuxième opération, il ne faut pas oublier non plus, c'est que les Chinois avaient obtenu un accord entre les Saoudiens et les Iraniens pour se répartir le Moyen-Orient, à l'époque où il y a eu la négociation des accords d'Abraham avec les Américains. Les Iraniens, l'Empire perse, si vous voulez, gardaient l'Iran, l'Irak, la Syrie et, sous contrôle, le Liban, hein, et les Saoudiens, donc. Ouais, et avec le Hezbollah, bien sûr, hein, qui était de leur mouvance, si vous voulez, qui était partout. Le Hezbollah était en Syrie, au Liban, en Irak, il était partout. Et de l'autre côté, il y avait les Saoudiens qui avaient le sud.
avec cette histoire-là, Erdogan a réussi à casser l'accord qui a été passé, puisque lui, maintenant, c'est lui qui contrôle la Syrie. Erdogan étant, comme vous savez, très proche des frères musulmans, s'il ne l'est pas lui-même, parce qu'il y a des grandes questions là-dessus depuis longtemps. Hein? Donc, on voit bien qu'il y a... Vous dites qu'il contrôle la Syrie, il contrôle une partie de la Syrie ou... Ah ben maintenant, il contrôle la Syrie, puisqu'ils ont pris le pouvoir à Damas à travers la... il est le sponsor, si je peux dire, de l'opération, c'est clair. Hein, ça, c'est très clair. Alors après, on peut se demander... Il y a des autres qui ont fermé les yeux, bien sûr. Et il y a une question... Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas beaucoup parlé ces derniers temps, ces derniers jours, parce qu'elle est très importante. C'est la position russe. Parce que les Russes en Syrie... Qu'est-ce qui les intéresse en Syrie? Il faut dire, c'est pas la Syrie. Ce qui les intéressait en Syrie, c'est d'avoir une base navale à Tartous, dans le nord de la Syrie, et à côté, une base aérienne. Bon. Parce que ça leur permet d'avoir un port en Méditerranée, alors que le détroit du Bosphore étant fermé, comme vous le savez, par Erdogan, hein, ils ne peuvent plus descendre de la mer Noire vers la Méditerranée, et que pour venir par la mer Baltique, l'océan Atlantique et le détroit du Gibraltar, c'est très long. Il est fermé par Erdogan à cause de la guerre en Ukraine. Hein. Exactement. Alors donc, ils ont une base. Donc pour eux, c'est formidable, ils ont leur base en Méditerranée qui leur permet de travailler sur la Méditerranée. Ils veulent la garder, bien entendu. Ça, pour eux, c'est important. Ils l'ont évacuée, là. Hein. Alors justement, ils ont, de l'autre côté, ils avaient la base aérienne. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont toujours dit qu'en Syrie, ce qu'ils voulaient défendre, c'était ça et cette zone-là. C'est-à-dire, quand il y avait eu des combats contre Daesh il y a quelques années, ils avaient bien dit à Daesh, vous faites ce que vous voulez en Syrie, mais vous approchez pas à moins de 50 km de nos bases. Or là, on a vu qu'ils sont en train, d'après ce qui se dit, hein, ils sont en train de les évacuer. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la Russie est tellement fatiguée, militairement parlant, par les efforts qu'elle fait en Ukraine, qu'elle ne peut plus maintenir une défense sur un port essentiel pour son avenir, au point de vue stratégique. Hein, quel était l'intérêt, justement, de la Russie d'avoir ce port de Tartous ? Parce qu'on est dans la compétition mondiale, si vous voulez, ou les bras de fer mondiaux entre les grandes puissances. En Méditerranée, tout le monde se trouve en Méditerranée. Vous avez les Chinois, vous avez bien sûr les Américains, vous avez les flottes occidentales. Et pour les Russes, c'est bien d'avoir aussi un point qui permet d'avoir des bateaux, d'aller observer. Et puis aussi de soutenir un peu des actions, des bateaux russes, des alliés. Hein, des alliés de la Russie. Donc c'était stratégique, si vous voulez. Là, visiblement, il y a un gros problème. Alors, il reste les Américains, mais les Américains... Justement, à ce sujet, oui. Je vous propose d'écouter, une fois n'est pas coutume, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF. Il revenait sur ces questions. Il y a des puissances étrangères, les USA, la Turquie, Israël, qui jouent aux apprentis sorciers en faisant tomber ce dictateur. Parce que aujourd'hui, en faisant ça, on voit bien que c'est pour attaquer, c'est pour pénaliser la Russie, affaiblir l'Iran. Donc derrière les rebelles, il y a les Américains, les Israéliens. Ouais. Bah oui, les Israéliens qui occupent une partie de la Syrie, sur le Golan. C'est aussi pour affaiblir le peuple palestinien dans son combat pour son peuple. Et donc c'est un billard à deux bandes extrêmement dangereux qui est en train de se passer là-bas. Alors il évoque ce grand bloc occidental, entre guillemets, j'allais dire les États-Unis et Israël. Oui. Pour vous, quels sont les intérêts américains en Syrie ? Alors, je crois qu'il faut bien différencier. On ne peut pas dire les intérêts américains. Il faut dire les intérêts du clan Biden ou les intérêts du clan Trump. Vous avez raison. Parce que, bonne distinction, absolument. Là aussi, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est partout pareil actuellement. Les néoconservateurs, qui sont le clan Biden, hein, il est entre les mains des néoconservateurs. Les néoconservateurs américains voulaient la guerre à outrance en Ukraine et partout. Donc on voit qu'avant la fin du mandat de Biden, ils sont en train de se déchaîner partout. On reviendra, si vous voulez, dans la partie nord de l'Europe. Hein. Ils sont en train de se déchaîner partout. Ils veulent, en définitive, eux, ce qu'ils voudraient, c'est créer l'irrémédiable. Hein. Si ça pouvait aller jusqu'à une guerre généralisée, ça ne les dérangerait pas. Ils sont dans un processus terrible. Jusque boutiste, quoi. Jusqu'au boutiste. Et dans le même temps, alors vous avez l'autre clan, le clan Trump, qui lui dit
Moi, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Vos histoires de Syrie, ça ne m'intéresse pas, hein, parce que c'est pas le problème de l'Amérique. On ne va pas se mettre là-dedans, c'est pas notre problème. À l'annonce de la chute de Bachar el-Assad, il a fait un tweet, hein, comme toujours, assez long, et la fin était « La Syrie est un désastre, mais elle n'est pas notre amie, et les États-Unis ne devraient pas s'en occuper, ce n'est pas notre combat, laissons-les se débrouiller, ne vous impliquez pas ». Exactement. Alors ouais, c'est bien, on voit bien, il y a deux positions, si vous voulez, ceux qui sont les jusqu'au-boutistes qui disent « on y va, on fait la guerre et tout », et les autres. Et alors, dans le clan des jusqu'au-boutistes, bien entendu, on a Benjamin Netanyahou, qui fait des choses invraisemblables. Alors, il en a profité. Si on regarde les choses froidement, si vous voulez, la Syrie s'éloigne chez lui. Il n'a pas de frontière. À part le Golan, il n'a pas de frontière avec la Syrie. La Syrie n'a jamais attaqué Israël. Les commandos du Hezbollah, oui, ont attaqué Israël, hein, mais jamais la Syrie. Jamais. Bon, or, qu'est-ce qu'on découvre? Alors, avant, il attaquait en Syrie les gens du Hezbollah. Mais là, on découvre qu'ils ont attaqué 75 cibles hier ou avant-hier, hein, des bateaux et des systèmes de défense de la marine syrienne. Excusez-moi, quel est le rapport avec tout ce qu'on vient de dire? En réalité, c'est pour détruire un pays qui est à côté. C'est absolument illégal ce qu'ils font. Il n'y a aucune motivation pour pouvoir le faire. Quand ils tapent sur les usines chimiques en disant... Ils ont jamais, les Syriens n'ont jamais n'ont jamais utilisé du chimique contre Israël. Bon, et qui vous dit, si le Hezbollah est si gentil, si le Al-Jolani est si gentil qu'on le dit, mais il va pas utiliser le chimique. Ou alors, ce qu'on me raconte n'est pas vrai. Vous voyez? Donc là, il y a une... Et on découvre, d'ailleurs, j'entendais hier, que sur le Golan, le plateau du Golan, qui a été déjà récupéré par Israël à la suite d'une guerre précédente, c'est un territoire qui est discuté encore, hein. Comment? Oui, il y avait une zone tampon pour qu'il n'y ait pas de problème entre les Syriens et les Israéliens. Il y avait une partie récupérée par Israël et il y avait une partie tampon où personne ne devait aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a occupé toute la zone tampon avec son armée. Donc il vient encore d'annexer des territoires syriens sans rien dire à personne. Il a fait une annexion, ce qui est totalement illégal et il n'y a aucune raison. Donc, vous voyez, alors, et derrière ça, en plus, alors il y a, au-delà de la position américaine... Donc là, si on reste juste sur cette question du Golan, typiquement, Israël voit plutôt son intérêt dans la chute de Bachar el-Assad pour récupérer ses territoires. Mais bien entendu. Seulement Israël, qui connaît quand même mieux le Moyen-Orient que visiblement nos diplomates... Hein, c'est pas difficile. Oui, c'est pas difficile, vous me direz. Israël sait très bien qu'avec Al-Jolani, il y a un risque. Et il sait très bien qu'avec Erdogan, avec qui ils ont des relations des fois très bonnes, des fois très mauvaises, ça oscille selon les époques, hein, mais qui est un frère musulman, il faut faire attention. Donc, on voit bien qu'eux, ils font du préventif. Israël est en position préventive et en profite pour conforter ses positions. Hein, mais ce n'est pas, sur le plan de la logique des relations internationales, c'est inacceptable. Si je peux me permettre, on a le sentiment quand même que Israël et les États-Unis ont plutôt favorisé l'émergence de Al-Jolani à la tête de la Syrie. Oui, mais bien sûr, mais donc ils n'ont pas favorisé, ils ont laissé faire. Quand on allait à Iblid, si vous voulez, Iblid c'était une zone djihadiste. Bon, la moindre des choses, il y a la charia à Iblid, hein. On applique la charia, c'est une zone islamique, hein, mais avec un accord quasiment général. Hein. Bon. Il est évident qu'on l'a laissé faire. Bon. Et on était à côté. Les Américains, ils ont des forces américaines là-bas. Hein. Alors on vous dit, les forces américaines sont vers la frontière irakienne, vers Deir el-Zor. Bon, moi ce que j'aimerais qu'on dise, c'est qu'à côté, il y a des puits de pétrole qui sont exploités par des sociétés américaines. Dans la totale illégalité, parce qu'on est dans un pays souverain, la Syrie, hein, et il y a des compagnies qui exploitent, sans l'accord du gouvernement central syrien, qui exploitent des puits de pétrole au profit de compagnies américaines. Excusez-moi. Qui exploitaient, là, vous pensez que ça va se poursuivre? Ah ben non, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Parce que si ça continue et que les troupes américaines dans le coin restent comme ça, on peut se dire que dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il y a eu des accords, effectivement,
comme le disait M. Roussel, il y a un accord tacite ou pas entre les Américains, les Israéliens et les Turcs et les envahisseurs. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Et alors là-dedans, nous, on a tout intérêt, et là, Trump, il a raison, hein, devant la complexité et les règlements de compte qu'il peut y avoir là-dedans, il ne faut surtout pas s'en mêler. Enfin, si je peux me permettre, Trump est américain, nous, on est européens, et les risques pour l'Europe ne sont pas les mêmes que pour les États-Unis. Ah, mais bien sûr. Notamment en matière migratoire. Ah, mais c'est clair. Mais c'est bien, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, sur le plan migratoire, même si nos pays européens pensent qu'ils vont pouvoir, ils l'ont fait dans plein de pays, ils ont annoncé que ça y est, ils allaient arrêter les visas, qu'ils allaient renvoyer les émigrés en Syrie, ouais, mais ils risquent d'avoir une autre vague d'émigrés qui vont arriver. Les chrétiens d'Orient qui vivent, les chrétiens, les juifs, les sunnites qui ne sont pas djihadistes, et ainsi de suite. Et peut-être des djihadistes dans les vagues... Et alors, dans les libérations, effectivement, dans les prisons, il y avait... Alors là, c'est vrai que les prisons syriennes, c'était terrible. Bon, il y a des quantités de gens qui ont été libérés, il y avait des droits communs, mais il y a aussi des gens qui étaient des djihadistes solides et convaincus, et que ces gens-là, ils sont libres et qu'on ne sait jamais. On pourrait les retrouver chez nous. Parlons de prison, tiens, justement. Al-Joulani a fait un séjour en prison, justement, dans une prison américaine, oui, en Irak. Est-ce que finalement des rapprochements auraient pu se faire? Parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre. Écoutez, dans les prisons en Irak, prisons américaines en Irak, on voit avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on sait maintenant, on sait que ce qui s'est passé surtout, c'est qu'ils ont subi, les prisonniers ont subi des mauvais traitements de la part des Américains, programmés, organisés, enfin il y a eu là-dessus beaucoup de choses. Ça n'a pas fait les gros titres, hein, comme pour les prisons de Bachar el-Assad, hein, vous le noterez. Oui. Oui, mais justement, mais si vous voulez, dans ces cas-là, comme toujours dans ces histoires-là, ça a soudé les gens qui y étaient. À l'intérieur, les prisonniers se serraient les coudes, dans des cas pareils, ils se serraient les coudes. Et donc ils se sont fait amis. C'est ce qu'on disait, Al-Joulani, c'est comme ça qu'il a connu Al-Baghdadi. Baghdadi qui est mort, je le rappelle, à Idlib, parce que l'attaque contre Al-Baghdadi, ça a été fait à Idlib. Hein. Donc il était là-bas, il vivait là-bas. Alors ils ne vivaient pas là-bas par hasard, ils étaient tous repliés là-bas. Hein? Alors on a tué Al-Baghdadi, on en a tué un autre derrière, mais Al-Joulani a échappé. Alors effectivement, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, qu'on peut se poser. On se dit, est-ce que Al-Joulani, ce sympathique garçon qu'on voit maintenant, là, est-ce qu'il est resté un vrai, ou est-ce qu'il est manipulé, ou on le tient, ou que certains pays le tiennent? C'est possible. Lesquels, ça on ne sait pas. Hein, ou alors, est-ce que on va le voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va ressortir sous son vrai visage. Mais ça sera trop tard. Vous savez, moi ça me rappelle l'Afghanistan, quand on nous a dit les talibans reprennent le pouvoir, mais vous inquiétez pas, hein, ils vont être très gentils. Vous avez vu ce qui se passe, hein. Les femmes, maintenant, il n'y a plus question que des écoles, des trucs, c'est fini, tout est réglé. Bon, au départ, ils disaient, mais non, on est très ouverts. Ouais, regardez. Et 2 ans après, regardez le résultat. Non, mais... On est d'une naïveté confondante. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas dire les Américains, parce qu'il y avait d'un côté les néoconservateurs, d'ailleurs pas qu'américains, puisque vous l'avez très justement rappelé, on peut mettre Netanyahou dedans, et les non-interventionnistes, on va dire, plutôt que les isolationnistes. De l'autre, Donald Trump va bientôt revenir à la Maison-Blanche, mais il ne faut pas oublier qu'il y est allé déjà. Pendant son mandat, il a effectivement ramené les soldats américains qui étaient en Syrie. Pour autant, une grande partie d'entre eux a été remplacée par des sociétés paramilitaires, pas vraiment un retrait du pays. Non, mais il faut bien voir aussi la situation, si vous voulez. Quand Trump est arrivé au pouvoir la première fois, il a fait une erreur, semble-t-il, d'après ce qu'on dit moi maintenant. C'est qu'il n'a pas véritablement remplacé tout le monde. Le spoil system américain, vous savez, qui consiste à remplacer tous les responsables par des responsables de votre camp, eh bien, il a fait les remplacements, mais avec des gens qui n'étaient pas totalement fiables pour lui. C'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas le jeu avec lui. Donc, Trump, pendant tout son mandat, il a eu des difficultés pour pouvoir obtenir que son administration le suive. Hein? Et ça, c'est très important, parce que maintenant, quand il vient d'arriver, là, on voit qu'il annonce des changements, alors évidemment, qui surprennent tout le monde, mais en réalité, qu'est-ce qu'il met? Il met à la tête, à toutes les têtes d'ailleurs, il met des gens sur lesquels il a une confiance absolue.
Comme ça, il est sûr que les ordres qu'il donnera sont faits. Et entre parenthèses, on a connu ça en France en 81, et bien sûr, beaucoup de gens ne s'en souviennent plus, il y a bien longtemps déjà, mais quand le président Mitterrand est arrivé, il a viré, il n'y a pas d'autre terme, tous les gens qui étaient dans des postes importants. Il a fait un spoil system à l'américaine terrible. On ne pouvait pas avoir un poste important dans l'administration française si on n'était pas socialiste, enfin à l'époque, du front du programme commun. Bon. Et tout le monde a trouvé ça normal en disant ils arrivent, c'est la première fois qu'ils sont au pouvoir depuis très longtemps, ils mettent des gens à eux pour être sûr que ça va se faire. Normal. Bon. L'erreur qu'ont souvent fait les gouvernants en France comme ailleurs, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Et qu'ensuite, quand vous voulez faire changer les choses, l'administration bloque en disant « mais nous, monsieur, on ne veut pas ». Ou plus vicieusement, ils ne vous disent pas « on ne veut pas », mais ils ne font pas. En France, on a des exemples tout le temps, c'est clair, il n'y a qu'à regarder. Alors, bien justement, c'est très intéressant de voir ce que fait Trump, parce que Trump, en disant « je change tout le monde », il dit « je me donne pour 3 ans la certitude de pouvoir faire la politique que je veux, j'ai les votes, j'ai le pouvoir chez l'Assemblée des représentants, j'ai le pouvoir au Sénat, et j'ai le pouvoir dans l'administration ». Alors, à ce sujet, justement, beaucoup de commentateurs ont estimé que, et on le sait, Donald Trump a fait de nombreuses déclarations très en faveur d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Oui. Vous avez fait tout à l'heure un rapprochement qui s'explique très bien entre les néoconservateurs américains et Benjamin Netanyahou. Par conséquent, comment lire le jeu de Trump sur cette question ? Typiquement, dans la question syrienne, le rôle d'Israël est important, notamment pour cette affaire de plateau du Golan qui peut conférer à Israël une certaine profondeur stratégique. Il n'y en a pas. Comment voyez-vous cela, justement ? Si vous voulez, Netanyahou, au départ, c'était une guerre contre le Hamas. Dans un deuxième temps, on voit que c'est une guerre où il essaie d'éliminer ou d'affaiblir tous ceux qui sont les ennemis d'Israël dans la région. La seule limite, c'est effectivement l'Iran, parce que sur l'Iran, il ne peut pas se comporter comme ailleurs, parce que l'Iran, on l'a découvert avec le deuxième tir de missiles, vous savez, sur Israël, l'Iran a des capacités de riposte. Ça, oui, mais c'est très important, si vous voulez. Jusque-là, personne... Regardez, les Israéliens, ils envoient les bombardiers et puis on touche des radars, des installations de la marine, on bombarde des usines, on attaque au Liban. Personne ne peut faire face. Mais l'Iran peut faire face. Sauf l'Iran. Ça, c'est un point très intéressant, pardon de vous interrompre. Missiles. Mais on sait qu'Israël est une puissance nucléaire, même s'ils n'ont pas ratifié les accords de non-prolifération des armes nucléaires. L'Iran, on connaît tous les déboires, j'allais dire, des accords sur le nucléaire, dont Trump a voulu s'extirper d'ailleurs lors de son premier mandat. C'est clair. In fine, au vu de ce que vous êtes en train de m'expliquer, Alain Juillet, si l'Iran n'avait pas fait le choix de continuer son programme nucléaire, on pourrait considérer qu'il y aurait eu un véritable embrasement dans la région, puisqu'Israël aurait eu les coups des francs. Je crois, là, sur l'Iran, quand je vais vous dire ça, parce que je me méfie toujours de l'interprétation, je ne suis pas en train de vous dire que l'Iran est un pays merveilleux et tout ça, pas du tout. Je pense un système avec les mollahs, le système des mollahs est un système qui est en train de mourir, ça ne marche plus, la théocratie iranienne ne marche plus, qu'il faut attendre la prochaine étape, ça sera les Pasdaran qui prendront le pouvoir, enfin c'est ma conviction, parce que c'est le seul corps suffisamment organisé pour pouvoir remplacer les mollahs, et qu'en ayant tué Soleimani, qui était le chef des Pasdaran, un deuxième, puis ensuite les Israéliens... C'est les gardiens de la Révolution. Oui, les gardiens de la Révolution. Et quand on a tué, dans le consulat, on en a tué 2 de plus, bon, on a tué en définitive les chefs des Pasdaran, donc on a retardé la possibilité de prise du pouvoir par les Pasdaran en Iran. Donc on a fait en définitive les tirs faits par Israël et les attentats, l'attentat fait contre Soleimani, en réalité n'ont fait que retarder un processus, et je pense que les victimes, c'est le peuple iranien, c'est clair, pour moi. Bon. Ça, c'est un premier point, si vous voulez, important. Mais derrière, pour aller sur votre question et le sens de votre question, l'Iran a toujours dit, il faut lire aussi un peu, il n'a jamais... Alors, il faut faire la part des choses. Il y a les déclarations dans tous les pays arabes, il y a l'emphase.
Alors, on vous annonce l'élimination, l'anéantissement et tout, mais ce sont des paroles. Paroles, comme dit la chanson. Hein. En réalité, on voit très bien que l'Iran veut l'arme nucléaire parce qu'elle veut avoir une arme dissuasive, parce qu'autour d'elle, vous avez la Turquie, l'arme nucléaire par les Américains, le Pakistan, l'arme nucléaire toute seule, l'Inde, l'arme nucléaire toute seule, l'Israël, l'arme nucléaire toute seule. En définitive, toutes les grandes puissances de la région ont l'arme nucléaire, sauf nous. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de l'avoir? Et entre parenthèses, les Saoudiens disent rigoureusement la même chose. Ce qu'il y a, c'est que les Iraniens, ils ont commencé à faire la bombe, à construire, à créer le matériel, l'uranium, à préparer le uranium pour la faire, alors que les Saoudiens, ils n'ont pas encore commencé. On voit bien que ce problème de la bombe, c'est un problème important. Mais ce n'est pas le problème majeur. Le problème, c'est de pouvoir répondre aux Israéliens. Alors, quand vous voyez, c'est ce que je vous disais, dans le dernier tir qui a eu lieu, le tir qui a eu lieu, vous savez, de 180 missiles iraniens sur Israël, bon, vous le savez... Les Américains avaient, semble-t-il, été prévenus avant, hein. Oui, et bien sûr. Et ils ont fait ce qu'on appelle un tir en saturation, c'est-à-dire qu'ils ont choisi 3 objectifs. Les 3 objectifs, ils ont tiré un groupe important de missiles. Mettez, s'il y en a 180, 60 de chaque côté. Or, le dôme de fer ne peut pas toucher tous les missiles. Quand on fait un tir de saturation, et on sait... Alors, selon les indications qu'il y a, les informations qu'il y a d'un côté ou d'un autre, il semble bien qu'à peu près 30% des missiles soient passés. Ça fait pas mal, hein? Ça fait une 60aine. Qui ont touché. Donc ça veut dire qu'ailleurs, les Israéliens, avec raison, ont interdit les films, les photos, tout ce qu'il peut y avoir sur les 3 sites. Hein. La base de F-35, la base de F-16 et le site du Mossad. Ils n'ont pas voulu, ils ont interdit sous peine de prison. Il y a un journaliste qui est en prison pour ça. Hein. Ils ont interdit de parler de ça et de montrer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le tir? C'est ça qui est intéressant, on n'en a pas parlé. Netanyahou, qui a compris, lui, et qui a dit, mais attends, si on va les attaquer à Natanz ou ailleurs, ils vont répliquer avec des missiles, ils en ont encore 1600. Hein. Ils vont répliquer et ils peuvent nous faire un tort énorme. Imaginez une seconde si 180 missiles en même temps arrivent sur la centrale nucléaire de Dimona, là où on fait les bombes atomiques en Israël. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a 30% qui passent? Et c'est ça, c'est que ce que Netanyahou a compris après le tir, et la preuve qu'il a compris, c'est qu'il a demandé le surlendemain aux États-Unis 2 systèmes de missiles antimissiles à haute altitude pour compléter le dôme de fer et tirer encore plus haut les missiles qui arrivent. Vous voyez? Et les Américains ont dit oui, hein. Mais le temps de les livrer, c'est pas en un jour. Bien sûr. Ce qui explique pourquoi la réplique israélienne à ce tir a été extrêmement mesurée. Et pour cause. Oui, bien et sûr. pour cause. Bien sûr. Donc, si vous voulez, tout ça fait donc qu'il y a à la fois une puissance colossale d'Israël, mais d'un autre côté, il y a un déséquilibre qui s'est créé sur certains points qui fait qu'il va falloir penser. Alors, Trump là-dedans, il a un gendre, Jared, hein. Jared Kushner. Jared, donc avec sa fille favorite, si je peux dire, hein, qui lui sert de conseillère. Jared, il est très proche de Netanyahou. C'est lui qui a négocié les accords d'Abraham, l'union de tous les pays autour d'Israël. Il a un deuxième gendre qui est libanais. Les gens ne savent pas ça. Il y a une fille qui a épousé un Libanais. Autant vous dire que le Libanais, lui, il n'est pas pro-israélien. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est « regardez ce qu'ils ont fait de mon pays ». Il n'est peut-être pas non plus pour le Hezbollah. C'est probable d'ailleurs. Hein. C'est certain même. Hein. Mais donc, Trump, il est tiraillé entre, d'une part. Hein. Et Trump, on voit très bien, ce qu'il veut, c'est la paix. Parce que Trump, il veut la paix en Ukraine, on va en parler, il veut la paix au Moyen-Orient pour pouvoir se consacrer à la Chine. Il l'a toujours dit, c'est pas un secret, il l'a dit. Donc il veut la paix. Or, qu'est-ce qu'on voit? Les pays arabes ont dit, récemment, hein, on dit, nous on est prêts à faire la paix dans le coin, on fait une paix générale, mais attention, il faut un État palestinien, et avec la protection des lieux saints à Jérusalem. En gros, il faut un État palestinien avec la capitale à Jérusalem.
Est-ce que Trump, pour avoir la paix avec tous ces pays-là, est prêt à aller jusque-là? Moi, je crois que c'est le seul, en tout cas, qui pourrait l'imposer aux Israéliens. Parce qu'il a la force, à tout point de vue, de dire « c'est comme ça ». Et comme il est ami des Israéliens, y compris de Netanyahou, si les États-Unis leur disent « la solution, c'est celle-là, et on va organiser quelque chose pour le faire », on peut arriver. Il y a probablement une solution. Il suffit d'arrêter de livrer des armes pour continuer d'alimenter la guerre. Exactement. Donc, si vous voulez... Alors, et les Saoudiens ont dit, si on fait ça, nous, on est prêts à assurer la sécurité de la frontière. Les Français, vous avez vu le président français, après avoir vu le Saoudien, c'est un signe aussi, hein. Le président français, dans l'affaire, il essaie de se raccrocher à ce qui se passe pour exister. Je ne sais pas s'il doit avoir des signes dans ce que fait le président donc c'est qu'il a eu des signes en Arabie Saoudite et qui dit je ne veux pas être en dehors de la partie pour montrer que je suis important. Alors il dit moi aussi j'en serai. Vous voyez, donc et on voit que c'est en train de bouger. Déjà, c'est en train de bouger. J'aimerais très rapidement qu'on évoque un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le facteur, j'allais dire, interne de la Syrie qui a permis la chute de Bachar el-Assad, c'est-à-dire son affaiblissement interne. Et j'aimerais qu'on écoute pour cela Didier Billon, il est le directeur adjoint de l'IRIS. Ce qu'on constate, c'est que nulle part il y a eu des combats, une véritable résistance de l'armée fidèle, prétendue fidèle à Bachar el-Assad. Mais cela a un sens, ce n'est pas uniquement du point de vue militaire qu'il faut raisonner, c'est le fait que ce clan al-Assad était en fait comme en état d'apesanteur, qu'il n'avait plus strictement aucune base sociale et que de ce point de vue, les soldats qui lui étaient soi-disant restés fidèles se sont littéralement débandés parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire tuer pour un pouvoir qui en réalité n'existait quasiment plus. La situation de l'économie syrienne est apocalyptique. Nous considérons qu'à minima 80% des Syriens sont sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, une bonne partie des infrastructures, des bâtiments qui servent à la vie quotidienne ont été détruits par la guerre civile, par les bombardements nombreux depuis maintenant 2011-2012. Donc c'est un pays martyr, c'est un pays à genoux. Alors ce point, ça me fait penser à un point qui me semble crucial, c'est celui des sanctions. La Syrie vit sous le régime de sanctions depuis extrêmement longtemps. Ça fait forcément écho à d'autres conflits, on y reviendra après. Est-ce que finalement, c'est pas la guerre économique qui a tué la Syrie avant la guerre conventionnelle? Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Là, on a connu ça ailleurs, dans d'autres cas. Le blocus économique, quand il avait été appliqué par exemple à l'Irak, les gens, ils n'avaient rien, ils crevaient la faim. Il n'y avait plus de médicaments, les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Avec la Syrie, c'est exactement la même chose. Les sanctions sur la Syrie étaient telles que c'était extrêmement difficile, à part, comme toujours, pour la bonne société qui arrive toujours à trouver les moyens financiers, les combine pour s'approvisionner. Ou pour partir. Oui, bien sûr. mais sinon... La population en général, elle souffre depuis 10 ans, plus de 10 ans, elle souffre des sanctions, c'est-à-dire qu'elle n'a rien. Même quand les zones ont été reconstruites, si vous voulez, mais c'est bien gentil, mais si vous n'avez pas d'engrais pour les sols, l'agriculture, elle ne produit pas beaucoup. Si vous n'avez pas de produits pour faire de l'industrie, votre industrie, elle ne produit pas beaucoup. En définitive, les sanctions ont tellement appauvri le pays que le pays, il tenait. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Le pays, il tenait, mais il tenait mal, si vous voulez, parce que les gens étaient malheureux. Et ça provoque évidemment une colère et donc une défiance à l'égard du pouvoir, petit à petit, qui est de plus en plus importante. Exactement. Oui, mais attention, parce que, comme je vous l'ai dit, on a toujours fait l'erreur de croire que le peuple syrien était uni. C'est pas vrai, contre Bachar, c'est pas vrai du tout. Toutes les minorités ont soutenu Bachar depuis le premier jour parce qu'elles ne voulaient pas tomber entre les mains d'Al-Qaïda. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous voulez, même encore aujourd'hui, les juifs, les chrétiens et les autres, eux, les baïstes, tout ça, et ceux-là, ils vont vous dire qu'ils n'étaient pas prêts à laisser rentrer Al-Qaïda ou autre. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en définitive, ce qu'on voit, c'est que l'armée syrienne, elle n'a plus de moyens, comme le reste, parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'approvisionner. Donc, quand elle voit arriver en face d'elle
des gens qui ont des chars. Alors fournis par qui les chars? Parce que quand même, il faudrait te poser la question. Hein. Les djihadistes des Biblides, ils avaient des chars. Il serait intéressant de regarder l'origine des chars. Ils viennent de Turquie. Tiens, la Turquie est dans l'OTAN. Hein. Ça vient d'où? Vous voyez? Bon, quand vous avez des chars... alors, justement, ça vient d'où alors? Ben justement, j'ai pas encore la réponse, mais c'est une question. C'est tout ça qu'on voit apparaître, si vous voulez. C'est comme le drapeau. Parce qu'il y a aussi la question des armes qui peuvent être fournies à ces milices. Il faut encore savoir les utiliser. On voit bien la question. On nous rebat les oreilles tous les jours avec la question ukrainienne. Ben oui, il faut apprendre aux gens à s'en servir. On est bien d'accord. Donc il peut y avoir soit des techniciens qui accompagnent, ça arrive, hein, soit on les a formés, mais ça veut dire que quelqu'un les a formés où et quand. Hein. Donc, il y a eu l'armée était incapable de tenir devant des gens qui en face avaient des moyens lourds, hein, et ils allaient très vite. Hein. C'est une guerre éclair, hein. Celle de Al-Jolani, c'est une guerre éclair, mais une guerre éclair parce qu'en face, ils n'étaient pas capables de résister. Hein, c'est clair. Bon, et alors qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et ça, c'est la fin du système. C'est à un moment, Bachar, quand il a vu que les Russes ne le défendaient pas. Bon, quand il a vu que le Hezbollah ne pouvait plus le défendre... Il ne le défendait plus, peut-être. Ah non, je pense que oui. Ben, les Russes auraient pu intervenir quand les autres sont sortis d'Iblid pour attaquer Alep, hein, d'abord Alep. Ben, je vous rappelle que la première guerre pour Alep, les Russes étaient intervenus avec des bombardements, avec leurs troupes, avaient bloqué Alep, avaient fait un couloir pour que les djihadistes puissent partir d'Alep pour ne pas livrer une bataille dans la ville, hein, et rejoignent Idlib. Enfin, il y avait toute une organisation. Là, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont laissé passer. Selon vous, qu'est-ce qui l'explique? Oh ben, je pense que d'abord, la plupart de leurs troupes sont occupées actuellement avec l'Ukraine. La Russie, c'est pas une très grande puissance, hein, faut pas non plus oublier. Hein. Bon, et ils sont très occupés avec l'Ukraine. Bon, et de ce fait-là, à mon avis, ils avaient dû dégarnir la zone et ils n'avaient plus les moyens d'intervenir efficacement en mettant vraiment le paquet pour bloquer les autres. Est-ce que c'est pas tout simplement que leur projection dont on a parlé tout à l'heure sur la Méditerranée, avec la base du coup navale de Tartous, oui. Quelque part, ça va dans le sens d'une ouverture vers l'Ouest et que cette ouverture vers l'Ouest, la guerre en Ukraine y a mis fin définitivement? C'est possible, mais je crois qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Vous savez, moi, je suis très factuel. Hein. Je suis pas de Madame Irma. Ouais, je suis pas Madame Irma. C'est moi alors. Ah, non, ouais, j'essaie d'être factuel. Donc là, je dis, il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Bachar a vu que les troupes, vous avez, Tartous est là, Iblid est là, Alep est là. Donc, si vous voulez, les gens descendent d'Iblid vers Alep, passent à côté de Tartous. Ou sont pas loin de Tartous. Et quand ils continuent vers Homs, c'est pareil. Quand Bachar constate que les Russes n'interviennent pas, Bachar comprend que c'est cuit du côté des Russes. Et en plus, Poutine a dû lui dire, hein, ça on le saura, mais il a dû lui dire. Le Hezbollah a été détruit complètement, c'est clair, hein, et donc est incapable. Bon, donc l'Iran ne peut pas envoyer le Hezbollah. Hein. L'armée, on l'a dit, elle est très faible, elle n'a pas de moyens, elle est en très mauvais état. Donc, Bachar, à un moment, il n'est pas complètement idiot, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais mes valises et je m'en vais. Alors, quand vous êtes dans un régime qui est dictatorial, autoritaire, hein, quand le chef s'en va, c'est le sauf qui peut chez les autres. Parce que les autres savent que si on les prend, on les tue. Pour leur faire payer les avanies qui sont passées avant. Et comme vous l'avez dit, comme ça, on le sait, dans la guerre contre les djihadistes faisaient pas de cadeaux, hein, ils faisaient brûler les gens dans des cages, faut quand même pas l'oublier, c'est pas des enfants. Hein. Bon, mais de l'autre côté aussi, ils faisaient pas de cadeaux non plus dans les prisons, hein, ils torturaient à outrance. Donc, des deux côtés, les gens ont commis des abominations. Mais chacun sait, des deux côtés, celui qui a fait des abominations, il sait que s'il est pris, ça se passera mal pour lui. Donc, à l'évidence, du côté du pouvoir, quand ils ont appris que Bachar était parti, ils sont tous carapatés. Ils ont tous carapaté. La seule question, et je reviens à mon histoire du port de Tartous et des Russes, c'est Tartous et la base, mais la base aérienne sont dans la zone alawite, c'est-à-dire la secte, si vous voulez, musulmane, dont faisait partie Bachar et son père Hafez.
La question, les djihadistes ne sont pas rentrés dans cette zone-là. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu rentrer. Ils sont passés autour. Est-ce que cette zone-là ne va pas devenir une zone purement alawite, comme les Kurdes ont fait des zones kurdes au nord? Est-ce qu'on ne va pas avoir une zone qui va devenir purement alawite, ce qui permettrait aux djihadistes d'éviter la bataille contre eux, parce que tous les alawites se replieraient sur cette zone-là. Sauf et Bachar ça rendrait bien. non, Bachar, il est parti, lui. Bachar, il est parti, sa famille est partie. Il en a un seul dans la famille qui a dit on ne sait pas où il est, c'est Maher, mais les autres sont partis. Mais on sait déjà qu'il y en a qui ont été pris qui ont été tués par les djihadistes, c'est clair, il y en a qui ont été... Et c'est normal, ça c'est partie de la guerre, et des règlements de compte après tout ce qui s'est passé. Donc, alors, on vous présente une image en disant ça y est, c'est la transition, tout ça. Non, il y a quand même des gens qui vont payer, faut pas... Bien sûr. Et puis on se rappelle par exemple de Kadhafi, de la chute de Kadhafi. Mais c'est pareil. Bachar a eu raison de partir. Il y a toujours, on fait payer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on fait payer les horreurs à ceux qui l'ont commises. Bien sûr. C'est logique. Je vous disais tout à l'heure, en Madame Irma, donc, peut-être que les Russes font une croix petit à petit sur l'Ouest. Il faut dire aussi qu'on constate que l'Iran, donc, ne pouvait pas aider Bachar el-Assad à se maintenir. On constate que la Russie ne l'a pas fait non plus. On constate que la Russie, aujourd'hui, est résolument tournée vers les BRICS. On l'a vu avec le forum de Kazan qu'elle a organisé à la fin du mois d'octobre. L'Iran est désormais un membre des BRICS+. À part entière, oui. Avec des efforts dans le sens d'une monnaie au moins commune pour commercer ensemble. Est-ce que précisément, ce n'est pas l'émergence de deux blocs, avec un bloc multipolaire presque, qui laisserait en face l'Occident avec une Europe à la remorque? C'est la position... je pense que là, on va dans la position trumpienne, Quand Trump vous dit « moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas », c'est que lui il considère que la Syrie c'est pas un pays qui a une quelconque influence dans les rapports stratégiques entre les BRICS et les Occidentaux. Lui il dit non, ça compte pas. Donc, visiblement c'est aussi la position des membres des BRICS. Mais justement, donc on peut dire qu'effectivement peut-être que pour tout le monde, dans le fond, que l'Iran ait pris un coup effectivement où ça les gêne un peu, mais enfin c'est pas mortel non plus. Quand on regarde la Syrie, malheureusement, la Syrie, c'est pas un pays clé. C'est nous qui en avons fait un pays clé à l'époque quand on a voulu attaquer la Syrie pour y implanter le printemps arabe. Il faut le souvenir, les débuts. Quand vous dites c'est nous, parce que les troubles en Syrie au début, ce sont les Occidentaux qui les ont créés. Mais qui sont les Occidentaux? Parce qu'on voit bien, c'est un peu comme les néoconservateurs. Il y a c'est les néoconservateurs, mais c'est ça. Il y en a qui pèsent plus ou moins dans l'Occident. Les néoconservateurs, on le sait très bien, les néoconservateurs ont considéré à un moment que tous les pays arabes étaient en train de basculer vers le djihadisme et qu'il fallait l'éviter. Alors comment faire pour l'éviter? C'est une belle réussite. Ouais, ils ont dit, c'est pire que ça, ils ont dit on va jouer les frères musulmans. Donc les frères musulmans, à l'époque, ils disaient frères musulmans, c'est bien. C'est un peu djihadisme, mais pas trop. Donc ça va. Un peu islamisme, mais pas trop. Ils n'avaient absolument pas vu ce que c'était que les frères musulmans. Ils s'étaient complètement fourvoyés. Alors ils ont implanté les frères musulmans en Égypte. Ils ont implanté les frères musulmans en Tunisie. Là, on a vu les résultats. Ils ont en Libye, là on s'en est mêlé, on a vu le résultat aussi. Et puis, il restait quoi? Il restait la Syrie. Et ils ont voulu le faire en Syrie aussi. Et on a fait le même processus. Ça a mis un peu plus longtemps, mais on y était. Mais ça a mis un peu plus longtemps. Là où on s'est fait avoir, en Tunisie, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les femmes tunisiennes, grâce au président Bourguiba, les femmes tunisiennes ont réagi très violemment contre les islamistes. En disant, mais nous, on est libres. On est des femmes libres. Vous n'allez pas nous remettre comme on était avant que Bourguiba nous donne la liberté. Donc, du coup, ce sont les femmes qui ont sauvé, pour moi, ce sont les femmes qui ont sauvé la Tunisie des griffes d'Ennahda. Et que le nouveau président actuel qu'on critique et autres, au lieu de le critiquer, on devra regarder, il se comporte exactement comme a fait Bourguiba. Exactement, il applique les mêmes méthodes, les mêmes principes que Bourguiba. Or, Bourguiba, c'était la grande époque de la Tunisie.
En Égypte, ben, vous vous en souvenez, Morsi, ça a été un échec total. Bon, résultat, les militaires ont repris le pouvoir qu'ils ne devaient pas perdre. C'était l'organisation. Bon. Là, en ce qui concerne la Libye, ben, maintenant, on a deux côtés. Hein. On a les frères musulmans appuyés par, d'ailleurs, Erdogan, c'est le gouvernement de Tripoli. Et on a la zone de Benghazi et Haftar appuyée par les Égyptiens, les Saoudiens et les Émiratis. Là, par contre, c'est l'autre côté. Bon, on a fait exploser le pays. Ça ne marche pas. Hein. Et il y avait la Syrie. Et la Syrie, on a essayé toujours la même chose. En essayant de pousser par les populations mécontentes, on a essayé de renverser. Alors bien sûr, ce qui s'est passé en Syrie d'imprévu, c'est que les djihadistes ont dit « c'est du pain béni, ils déstabilisent le pays, on va en profiter ». Et ils sont arrivés derrière. Parce qu'au départ, c'était l'armée syrienne libre. C'était une invention, hein, une manipulation des Occidentaux. Mais c'est derrière, quand on a eu... Encore une fois, des Occidentaux, des néoconservateurs. Oui, néoconservateurs, oui, excusez-moi, je devrais dire oui, néoconservateurs. Hein. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les djihadistes ont dit, mais formidable, là c'est une zone formidable pour nous, on y va et on va prendre le pouvoir. Et ça a été la bataille, la grande bataille, où là, on s'est trouvé piégé, parce qu'on soutenait, nous, l'opposition qui peu à peu est devenue djihadiste, ça devenait difficile, notre position à nous, face à un État qu'on voulait renverser, mais dans lequel toutes les minorités qui l'appuyaient étaient de l'autre côté. Alors c'est un peu compliqué comme histoire. J'aimerais, pour terminer cette émission, quand même qu'on parle d'un point qui est crucial. J'ai évoqué cet affrontement de deux blocs dans lequel l'Europe ne joue plus vraiment son rôle. On a vu à plusieurs reprises Donald Trump faire de grandes annonces en matière économique, notamment à l'égard des puissances qui voulaient s'émanciper du dollar. Je vous propose d'écouter très rapidement Vladimir Poutine qui évoque justement cette question. Merci beaucoup, chère Madame Rousseff. Vous avez mentionné que le dollar est utilisé comme une arme. Oui, en effet, nous voyons que c'est le cas. En fait, je crois qu'il s'agit d'une erreur majeure de la part de ceux qui le font, car utiliser le dollar, qui reste un instrument clé de la finance mondiale, pour atteindre des objectifs politiques, sape la confiance en cette monnaie et réduit ses capacités. Mais ce n'est pas nous qui faisons cela, ce sont les autres. Nous ne rejetons pas le dollar et nous ne luttons pas contre lui. Mais si on nous interdit de travailler avec lui, que pouvons-nous faire? Nous sommes bien obligés de chercher d'autres alternatives et c'est exactement ce qui se passe. Bon, je vous ai vu réagir aux propos de Vladimir Poutine. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a raison. Je pense, personnellement, je crois que les Américains, quand ils ont lancé les lois extraterritoriales, ont commis un abus de pouvoir au niveau international et surtout ont aggravé la situation. Le dollar a toujours été contrôlé plus ou moins par les Américains. On le sait, ils jouaient sur les taux d'intérêt et autres. Mais le système était un système international. À partir du moment où on l'utilise comme arme, c'est le cas de le dire, pour des sanctions, pour empêcher certaines opérations et autres, il ne faut pas s'étonner qu'en face, les gens commencent à réagir et essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Hein? Oui, parce qu'il y a un double discours. On voit finalement, on a parlé tout à l'heure de la question des sanctions et de leur impact sur le pouvoir syrien. Oui. On sait qu'on en parle peu, mais les sanctions contre la Russie, elles ne sont pas arrivées avec l'entrée des troupes russes en Ukraine en 2024. En 2022, pardon, elles sont arrivées en 2014. Ce qui est d'ailleurs amusant, parce que personne ne fait commencer la guerre en Ukraine en 2014. En revanche, les sanctions, elles, ont bien commencé en 2014. On voit bien que, d'un côté, la Syrie, à qui on a imposé des sanctions, qui n'a pas réussi à s'en émanciper, a fini par tomber. C'est pas un jugement de valeur, encore une fois. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine, lui, essaie de s'en émanciper en créant de nouveaux blocs, de nouvelles logiques de coopération, à savoir les BRICS. Et finalement, ça semble être le bon chemin à prendre, puisque Donald Trump, quand il annonce des droits de douane explosifs, etc., de toute façon, pour les pays qui subissent des sanctions, ça ne va pas avoir énormément d'incidence, puisqu'ils ne commercent déjà plus beaucoup. Ah oui, mais si vous voulez, au départ, les Américains voulaient utiliser le dollar comme un instrument confortant leur position de leadership mondial. Donc, la loi extraterritoriale, c'est pour dire hey, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons tout et vous n'avez rien à dire. Bon.
il est normal qu'un certain nombre de pays essaient de dire mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Quand les Russes, parce que c'est ça, les sanctions, par exemple, on a dit bon, on sanctionne, interdiction pour les Russes de faire des transactions en dollars. À l'époque, depuis Bretton Woods et les accords du Quincy, hein, tous les pays du monde faisaient les achats de pétrole et de gaz en dollars. Bon, sanctions américaines, relayées par l'Europe, on dit à partir de maintenant, vous ne pouvez plus travailler avec le dollar, sinon on saisit l'argent, ce qu'on a fait. Hein. Il faut toujours le rappeler, pardon, mais Kadhafi voulait justement s'émanciper du dollar dans le pétrole. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y avait Saddam Hussein aussi voulait s'émanciper. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, quand on vous dit, moi je vous saisis, vous voulez vendre en dollars le pétrole, je saisirai tous les dollars, donc vous pourrez plus vendre. Le type il dit, mais dans ces conditions-là, je vais vendre autrement, vous allez me le payer en roubles. Ah. Et là, effectivement, ça ne marche plus, parce qu'en rouble, on ne peut pas l'interdire. Alors les Occidentaux, alors là, les Européens ont dit, attendez, nous, on interdit de payer en rouble. OK, c'est peut-être valable pour les Européens, c'est pas valable pour les autres. Et les Européens, on voit qu'ils ont tous payé en rouble. Simplement, pour camoufler la réalité, on achetait, avec les dollars, on achetait des roubles dans une banque, et la banque, ensuite, elle payait en rouble. Bon, c'est de la rigolade, quoi. Mais alors justement, dans cette logique d'affrontement entre l'Occident, qui est finalement maintenant le monde américain, oui. Et ses alliés réels, pas ses... Mais il n'y a plus grand monde, il y a nous. Alors nous, on est plutôt les Européens. Les soumis des États-Unis, dorénavant. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais l'Amérique n'a jamais voulu... Mais il faut relire toutes les déclarations américaines depuis Nixon et tous les autres, hein. L'Amérique a toujours affirmé, tous les stratèges américains l'ont affirmé, l'Amérique a toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, hein, l'Amérique a toujours voulu que l'Europe ne soit pas trop forte pour ne pas lui faire concurrence. Mais est-ce que... Donc elle a fait tout ce qu'il fallait pour contrôler l'Europe. Mais ça rejoint un peu ma question, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, à force de jouer à ce jeu-là, l'Europe n'est-elle pas trop faible dans tout ce jeu? Mais bien sûr, mais l'Europe n'a pas réussi à se sortir du piège, mais il faut dire aussi que le piège était très bien joué, que nos amis américains ont su toujours jouer les uns contre les autres en Europe de manière très habile, hein, ont su jouer aussi sur les aides qu'ils pouvaient apporter, sur beaucoup de choses, et qu'en permanence, ils se sont débrouillés pour qu'aucun pays d'Europe ne puisse prendre trop d'importance. Bon, il faut se souvenir à l'époque de De Gaulle. De Gaulle, à l'époque, on était la première puissance européenne, hein, au point de vue avec les Anglais. Bon, De Gaulle leur tenait tête, mais c'était De Gaulle. Et Dieu sait s'ils ont essayé de le faire tomber. Hein. Bon, quand vous regardez, les Allemands étaient devenus, après la sortie du Covid, de très très loin la première puissance européenne et avaient une politique mondiale. Hein, avec la Russie pour les énergies, la Chine pour l'économie et la défense des États-Unis, les Américains ont dit c'est pas possible, on détruit l'Allemagne. Et ils ont détruit l'Allemagne, parce que l'Allemagne est détruite. Eh oui. En cassant l'axe du gaz et des autres énergies aussi d'ailleurs, qui se faisaient avec la Russie, hein, et en obligeant sur le plan militaire à être complètement dépendant de l'Amérique, ils ont réussi à casser l'Allemagne. Regardez la situation allemande actuellement, dans tous les domaines. Hein. Alors en plus, ils n'ont pas eu chance, c'est qu'en plus, il y a un problème aujourd'hui en Chine, et tant que la Chine n'aura pas résolu son problème immobilier, il faudra encore 2-3 ans hein, pour qu'il le résolve, tant que ça ne sera pas résolu, la Chine aura un taux de croissance trop faible pour permettre justement le développement de l'économie allemande au niveau industriel avec la Chine. Donc les Allemands sont dans un piège, mais un piège qui va très bien pour les Américains. Hein. Donc les Américains, finalement, tirent encore leur épingle du jeu? Ah, mais absolument. Ah, mais moi, je pense, dans l'affaire ukrainienne, les gagnants, c'est qui? C'est les Américains. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ils nous vendent du gaz de schiste, hein, interdit, je vous rappelle, en France. Hein. Ils nous vendent du gaz de schiste à un prix supérieur au prix auquel il est vendu aux pompes américaines aux particuliers. Vous voyez un peu les marges qu'ils font? Et on trouve ça normal. Merci. Mais ils jouent bien.
Mais il faut saluer. Il faut saluer l'artiste. Il faut saluer l'artiste. Moi, j'ai une grande admiration, franchement, parce que j'ai une grande admiration pour eux. Je dis toujours, si j'étais américain, je serais fier de l'être, parce que je trouve qu'ils jouent bien. Après, je suis pas d'accord avec les néoconservateurs. Je pense qu'ils sont des va-t-en-guerre dangereux. Hein. Et je pense que, par contre, Trump, lui, la stratégie de Trump, qui est très claire, en définitive, c'est de dire on est en train de perdre le leadership mondial au profit de la Chine. Moi, en prenant des mesures terribles, je vais démontrer, je vais reprendre la première place mondiale sans que plus personne ne puisse discuter. Et moi, je pense que c'est bien de dire je vais le faire non pas par la guerre, mais en montrant que je suis capable de le faire sur le plan économique, social et autres. Moi, je pense que c'est une approche très intéressante. Et c'est très important parce que s'il réussit son coup, ça va inspirer beaucoup de pays en Europe. Eh ben, merci pour cette petite parenthèse optimiste. C'est assez rare pour conclure cette émission. Merci beaucoup Alain Juillet. Merci. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents à ce rendez-vous. N'oubliez pas, c'est très important, si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. Laissez vos commentaires juste en bas. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.